Bonsoir à tous, bienvenue sur votre émission. Aujourd'hui, nous sommes en format spécial, comme vous le savez. Nous avions reçu Raphaël Lapin il y a quelques temps, puisque nous avons fait une émission spéciale sur le suivi de la crise. Pendant cette émission, nous avons reçu l'appel de Marie-Luce Panchard qui nous avait parlé des dispositifs qui sont mis en place pour la région et nous lui avions posé la question sur tout ce qui est les factures en souffrance. Vous savez que c'est un sujet qu'on a traité, qu'on essaye de traiter. C'est un sujet qui pose beaucoup de problèmes à nos entreprises et il y a plusieurs paramètres qui entrent en compte sur ce sujet. Donc le premier paramètre, ce sont les factures non payées des collectivités comme les mairies. Nous savons que nos mairies sont surendettés. Donc ça, on va refaire un point tout à l'heure pour en parler. Et deuxième sujet, il y a tout ce qui est charges sociales et fiscales. Donc aujourd'hui, on va vraiment mettre tout ceci à plat pour pouvoir voir comment sortir de cette situation. Et vous aurez peut-être une bonne nouvelle tout à l'heure. Donc avant de commencer cette émission et avant de vous présenter notre plateau, on se remet dans le bain avec l'intervention de Raphaël Lapin le jour où on a eu l'annonce du Premier ministre, puisque nous avions été coupés dans cette émission par l'annonce justement du Premier ministre. On revient tout à l'heure. Écoutez, alors je reviendrai dans un instant puisque je l'ai noté sur la question des délais de paiement que vous avez évoqué, Sabine. Ça, c'est un gros sujet. Exactement. Et aussi pour évoquer juste à côté, elle a parlé de ce dispositif mis en place par la région pour venir en aide aux entreprises qui ont été impactées par la crise sanitaire. Et dire que ce dispositif qui avait été mis en place était particulièrement performant dans la mesure où, contrairement à des dispositifs d'État, il n'allait pas chercher dans le détail de la situation sociale et fiscale, voilà, exactement, des entreprises pour leur venir en aide parce qu'elles éprouvaient véritablement une perte d'exploitation. Et donc, à partir du moment où vous étiez en perte d'exploitation, vous étiez indemnisé sur la base de ce dispositif-là. À côté, il y a ce sur quoi vous l'avez interpellé, qui est un problème qui est lancinant dans notre pays. C'est-à-dire que, par principe, on a une sphère communale qui est exsangue et qui est incapable de régler les factures des chefs d'entreprise qui travaillent pour ces collectivités-là. Alors, on peut trouver tout un tas de prétextes et tout un tas d'explications, sauf que la réalité, c'est que bien souvent, sont impactés directement par ces situations-là, de la grande entreprise, certes, mais aussi et parfois surtout des petites entreprises guadeloupéennes qui font vivre, tout comme celles qui ont été impactées par la situation dans laquelle nous sommes, 1, 2, 3, 4 Guadeloupéens. Et donc, ça veut dire que derrière, quand vous avez ces entreprises qui émettent des factures et que ces factures-là ne sont jamais recouvrées, aujourd'hui, vous avez des rapports de la Chambre régionale des comptes et des rapports de l'Inspection générale des finances qui vous disent qu'on a des factures qui datent d'il y a plus de 10 ans qui n'ont pas encore été payées. À mon cabinet, je reçois des clients, parfois les factures sont encore en francs et n'ont pas encore été payées par certaines collectivités. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se retrouve dans un système où les entreprises jouent la banque des collectivités territoriales. Et donc nécessairement, ça met les chefs d'entreprise très en colère. Face à cela, nous, on leur dit aux chefs d'entreprise qu'on accepte de jouer le rôle du méchant flic. C'est-à-dire que nous, on va faire les demandes indemnitaires préalables pour les chefs d'entreprise à hauteur de ce qu'ils ne sont pas payés, du montant des factures non payées. Et puis derrière, une fois qu'on a fait cette demande indemnitaire préalable, que cette demande indemnitaire n'a pas été réglée par la collectivité, eh bien, on saisit le tribunal administratif et on demande à ce que le tribunal administratif puisse procéder à ce qu'on appelle un mandatement d'office. Et ce mandatement d'office, il s'agit pour nous d'aller chercher sur la dotation directement de la collectivité le règlement du chef d'entreprise qui n'est pas payé. Et quand la collectivité ne va pas au bout de cette logique-là, eh bien, on saisit le préfet pour qu'il puisse aller chercher directement
prélèvement, un peu comme un huissier, sur les comptes de la collectivité, les sommes qui sont dues aux chefs d'entreprise. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, que les chefs d'entreprise n'osent pas faire. Parce que... Comment ça fonctionne? Absolument. Parce déjà, il va falloir y aller, là. Tout à fait. Déjà, comment ça fonctionne? Et puis, il y a une réalité aussi. On vit dans un petit pays. Et quand on parle de petites entreprises, souvent, il y a une relation presque humaine entre le chef d'édilité et le chef d'entreprise. Et donc, nécessairement, on n'a pas envie de faire ça parce que c'est un tel, parce que c'est Missy un tel, parce qu'on connaît, parce qu'il connaît les parents, etc. Et donc, finalement, on se contente de, tout simplement, d'accuser des chocs de trésorerie, d'accuser des difficultés financières, de licencier. Je connais moi-même la situation. Exactement. Et donc, à terme de licencier, de mettre la clé sous la porte quand l'entreprise n'est pas payée. Et il y a de nombreuses entreprises guadeloupéennes qui sont dans cette situation-là. Eh bien, c'est pour ça que je vous dis que nous, avocats, on accepte de jouer le rôle du méchant flic. Parce qu'on n'est pas dans l'affect, on est dans le droit. Et donc, il y a des dispositions juridiques qui fixent les délais de paiement des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers et de l'État. Et si ces délais de paiement, 30 ou 45 jours, ne sont pas respectés, eh bien, il faut qu'on puisse avoir les moyens d'aller chercher ces sommes-là, là où elles se trouvent. Et il en va, et c'est pour ça que je dis que, bon, j'ai employé à dessein le terme de méchant flic, mais il en va de la santé économique du pays. Oui, en plus, ce sont nos collectivités locales. Exactement. Donc, que ce soit les mairies, que ce soit les je sais pas, alors... La région, puisque j'avais posé la question l'année dernière, a visiblement, du coup, moi, c'est ce qu'on m'a donné comme élément. Bon, payer toutes ces factures qui étaient en souffrance. Donc ça fait un moment qu'ils ont communiqué dessus. Donc normalement, pour la région, ça devrait être réglé. Mais il reste encore les mairies. Et de toute façon, pour la région, j'ai même appelé pour vérifier, pour leur demander de nous en reparler. Et au niveau des mairies, par contre, c'est vrai que c'est... Parce que les mairies utilisent beaucoup les associations, ou bien quand il y a des fêtes de communes, et c'est compliqué pour les entreprises. Absolument. Et d'ailleurs, juste peut-être pour finir avec ce sujet, ça fait des années qu'on discute d'un dispositif plus performant qui devrait passer par la loi de substitution soit d'un organisme tel que la Banque publique d'investissement, soit d'un autre organisme, pour que lorsque les collectivités territoriales ne parviennent pas à honorer les dettes qui sont les leurs, et bien qu'on puisse avoir, que les entreprises puissent en tout cas avoir un interlocuteur pertinent pour voir leurs factures payées, quitte à ce qu'il y ait ce qu'on appelle une cession de créance à l'égard de ce financeur. Voilà. Et ça, c'est un dispositif à l'époque où je travaillais à l'Assemblée nationale, on en avait déjà parlé. La ministre Annick Girardin s'était engagée à le faire. On avait travaillé sur ce dossier là à l'époque avec le député Olivier Servat, et c'est vrai que pour l'heure c'est pas un dispositif qui a encore vu le jour parce que il y a un certain nombre d'obstacles juridiques, notamment à caractère constitutionnel, qui s'opposent à ce qu'il puisse être réalisé. Voilà, donc ça, c'était la première intervention de Monsieur Raphaël Lapin. Suite à cette intervention, il y a Monsieur Dominique Viram-Samy qui est avec nous sur le plateau ce soir, donc le président de Sauvons nos entreprises guadeloupéennes. Bonsoir. Bonsoir Sabine, bonsoir Canal 10. Alors, on s'est remis un petit peu dans le bain. Vous nous aviez appelé pour nous proposer des solutions, parce que ça, nous avions établi la situation. Et vous travaillez sur le dossier depuis longtemps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement, parce qu'après je vais présenter notre deuxième intervenant, ce que vous aviez répondu lorsque vous nous avez appelé suite à l'annonce de Marie-Luce Panchard et de Raphaël Lapin? Oui, j'avais mis l'accent surtout sur le fait qu'il y a des entreprises à qui on propose des aides de l'État, des aides de la région, qui sont très bienvenues. Sauf qu'il y a un nœud gordien, c'est le fait que les entreprises qui postulent pour ces aides-là ne sont pas à jour des dettes sociales et fiscales. Donc, ces entreprises deviennent inéligibles aux prêts bancaires, inéligibles aux subventions régionales, inéligibles aux dispositifs de l'État. Seulement, quand je dis ça, je ne règle pas le problème. Parce que si ces entreprises sont arrivées à une situation d'inéligibilité, il y a une raison et une cause. Et l'une des causes, c'est celle-ci. La cause, c'est le RSI, qui est le régime social des indépendants, avec son logiciel SNV2, qui fait que ce logiciel qui a été infecté par un virus et qui n'a jamais été, on en parlera tout à l'heure, qui n'a jamais été rectifié,
et donc et a continué à émettre des créances insincères et exorbitantes qui fait que des entreprises n'ont pas pu payer ou n'ont pas voulu payer et qui fait que ces entreprises-là ont été poursuivies par des huissiers. Et je dois rappeler en préliminaire que en France, dans l'Hexagone, certaines personnes se sont vues saisir leur patrimoine et cela a entraîné une moyenne de 187 suicides par année. Oui, c'est vrai que C'est pas ça, rien. non, c'est pas rien, c'est vraiment un gros problème, les dettes sociales et fiscales. Alors, avant de présenter notre deuxième intervenant, j'ai une question, parce que du coup, le RSI, sur le calcul, déjà, le calcul a été mal fait, mais en plus, lorsque l'entrepreneur a des factures en souffrance, ben, il ne peut pas payer ses charges sociales et fiscales, puisque s'il travaille, c'est bien pour faire rentrer l'argent dans la caisse. Est-ce que lorsqu'une facture est émise, par exemple, pour nos mairies, on sait que nos mairies sont très endettées, lorsqu'il y a un événement, que la mairie fait appel à des sociétés et que la facture est émise, cette dette-là, enfin le montant de l'événement qui est censé être payé, est pris en charge pour Non. le calcul ou pas? Ça a été un combat de mon association avec, et je dois le saluer, hein, les parlementaires, les 7 parlementaires qui m'ont accompagné pied à pied dans ce domaine-là. Et ils ont tenté par tous les moyens de faire prendre en considération le fait que l'entreprise se voit non payé d'un montant de temps, et en même temps, ils doivent telle somme à la sécurité sociale ou autre. Eh bien, il n'y a pas de connexion entre les deux. Ils ne font pas le lien entre les deux. C'est pas pris en compte. Bon, d'accord. Bon, on va essayer d'en parler. Enfin, on va en parler tout à l'heure pour mettre ça à plat. Vous allez nous expliquer tout ce que vous avez fait parce que ça fait longtemps que vous travaillez dessus. Et notre deuxième intervenant ce soir, Gilles Casimir, comme vous le savez, nous avons une chronique. Donc, c'est un coach professionnel. Bonsoir. Bonsoir Sabine, bonsoir tout le monde. Alors, lorsque vous entendez tout ça, qu'est-ce que vous vous dites? Si un client vient vous dire, bon, moi, je veux prendre des cours pour me coacher parce que tout le monde me doit de l'argent et j'arrive pas à me faire payer et du coup, je suis embêtée pour payer toutes mes dettes, qu'est-ce que vous lui répondez? Oh, qu'est-ce que je lui réponds? Oui, comme ça, qu'est-ce que vous allez lui dire? Je suis comme tous les entrepreneurs, il est difficile de travailler sans être payé. Et comme beaucoup d'entrepreneurs guadeloupéens aujourd'hui, je m'assure justement du donneur d'ordre et de la solvabilité du donneur d'ordre avant d'entamer une mission. Aujourd'hui, on est obligé de faire ça. D'accord. Parce qu'il est très compliqué de travailler et de ne pas savoir quand on va être payé. Et ce qu'on entend est effectivement très, très grave. Effectivement. Du coup, on va parler de quoi tout à l'heure? On va parler de la zone de confort. Ah ben voilà. Voilà. Donc il va falloir sortir de la zone de confort pour essayer de régler tous ces problèmes. On revient vers vous tout à l'heure. Merci. Alors, Monsieur Dominique Virasamy, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer le travail que vous faites? Parce que ça fait des années que vous avez travaillé sur le RSI qui, je rappelle, a changé de nom. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça? Oui, alors, mon association Sauver notre entreprise guadeloupéenne a pris naissance depuis 2014-2015. Et depuis, nous n'avons pas cessé d'apporter notre contribution aux chefs d'entreprise qui ont des difficultés à faire valoir leurs droits par rapport aux créances qui sont exigées auprès de la sécurité sociale quand l'entreprise a des salariés, mais quand le chef d'entreprise qui est indépendant, un TNS, travailleur non salarié, et qu'il a des difficultés à faire comprendre que la somme qui est exigée n'est pas en adéquation avec la déclaration de revenus. Et donc, nous avons pris la décision non pas de bloquer les routes ou de faire des choses non conventionnelles, nous avons privilégié la discussion. Et aujourd'hui, je dois dire que nous sommes très heureux d'avoir tissé des liens, je ne dirais pas privilégiés, mais des liens corrects avec l'URSSAF, Madame Desgerons et Monsieur Véron de la Sécurité sociale. Où nous arrivons quand même à discuter sur certains dossiers et nous trouvons des issues favorables. Donc, parce que les URSSAF et la Sécurité sociale, même si je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, mais ce sont des responsables qui sont là uniquement pour appliquer les lois et les règles qui leur sont imposées. Oui, ce sont des techniciens. Voilà, donc je ne peux pas attaquer la URSSAF de Guadeloupe, la sécurité sociale de Guadeloupe, je dois m'en prendre au gouvernement, et c'est pour ça que j'ai fait un énorme travail avec nos 7 parlementaires, parce que le problème, il est départemental, mais la réponse,
est totalement législative. Parce que pour que nous puissions avoir une réponse, il faut une loi. D'accord? Et c'est pour ça que ça avance tout doucement. Et j'ai confiance, parce que quand on regarde que la chlordécone a pris tant de temps pour arriver en procès aujourd'hui, quand on voit que la problématique de l'eau a pris des années pour arriver en procès, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, ce qui veut dire que j'arrive tout juste, moi, après 5, 6, 7 ans, sur la question des dysfonctionnements du RSI, ben je dis que je suis encore très jeune, donc ça ne veut pas dire que je dois laisser filer le temps, mais disons que quelque part, si ça prend du temps, on est obligé de faire avec. Hein, mais c'est en bonne voie. C'est en bonne voie, et je voudrais juste dire, parce que nous serons très bientôt, très certainement, je prends ça avec des pincettes, auditionnés par l'Assemblée nationale, ouais, ça, puisque le député Max Mathiasin, accompagné des 3 autres députés, ont introduit... Alors, dites leur nom, parce qu'à chaque fois, après, la population pense que nos élus ne font jamais rien. Et c'est vrai que quand ils ne font pas, on le dit. Quels sont les députés qui vous ont accompagné? Et vous avez raison. Sur ce dossier-là, il y a Max Mathiasin, il y a Hélène Wecker, il y a Justine Bénin et Olivier Servat. D'accord. Les 4... On se sont fendus d'un courrier commun, où ils ont tous les 4 signé, demandant au président Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, de déclencher, en vertu de l'article 145, alinéa 4, du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, auprès de sa commission des affaires sociales, de déclencher une enquête interne concernant les dysfonctionnements spécifiquement sur le dysfonctionnement du RSI pendant les 12 à 15 années passées. Donc, pour nous, ça constitue une première victoire, parce qu'on est arrivé à un niveau où, même si nous avions déjà été reçus puisque j'ai été auditionné par l'Assemblée nationale, j'ai été auditionné par le Sénat, et donc, aujourd'hui, nous arrivons à un point d'orgue où c'est assez satisfaisant de voir que nous sommes entrés dans une cour où, jusqu'à présent, nous ne pouvions même pas mettre une orteil. Alors ça, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que le RSI, je rappelle que ça avait été mis en place par le gouvernement sous Nicolas Sarkozy. Alors justement, si on peut faire un peu de genèse, allez-y. Il faut savoir qu'en 2005, puisque c'est en 2005 que l'affaire prend naissance, il y a un homme qui s'appelle Renaud Dutreil, qui, après avoir étudié un petit peu la situation des chefs d'entreprise, considère que nous avions trois caisses à payer. La Cancava, la Canam, la Cancava, la Canam et la... Enfin, il y en a 3. Pardonnez-moi si j'ai un petit oubli. Et il y en avait 3 que nous payions à l'époque. Et c'était compliqué. Parce qu'on n'arrivait jamais à savoir exactement où nous en étions en payant celui-ci, celui-là. Donc, il a décidé de réunir les 3 caisses. Et c'est ainsi que prend naissance le RSI, qui est le régime social des indépendants. Même moi, à l'époque, j'ai crié rouleau bravo, puisqu'à l'époque, quand ça a eu lieu, c'était Joël Lobo qui était président de la Chambre de métier. J'ai apporté ma satisfaction pour dire nous sommes d'accord, parce qu'au moins une fois, on n'aura affaire qu'à une seule personne. Bravo jusque-là. Sauf que au fil du temps, on a découvert qu'il y avait des complications. Et on n'avait pas très bien compris. Et moi, j'ai cherché. Et quand j'ai cherché, je suis tombé sur un avocat fiscaliste de France, de l'Hexagone, qui s'appelle Éric Rocheblave, et qui avait déposé 3 plaintes. Oui, parce que dans l'Hexagone, ça a été une catastrophe. 3 plaintes contre le RSI, et qu'il a gagné les 3 dossiers, et les 3 plaintes qu'il a gagnées au tribunal de Pau. Alors, je dis ça de mémoire, tribunal de Pau, de Limoges, et puis il y en a un autre. Pardonnez-moi si j'ai un petit oubli. Et c'est pas le plus important. Oui. Et donc, il a gagné. Parce que il a demandé, puisque selon la loi, pour qu'une structure puisse collecter, je dis bien collecter, de l'argent au nom d'une couverture sociale, il faut que cette structure soit, par principe, affiliée à une mutuelle. Il faut qu'il réponde à l'article 411 du Code de la mutualité, à savoir être mutuelle de France. Or, il se trouve que le RSI n'était pas affilié. Et c'est là que Éric Rocheblave a gagné ses 3 procès. Et donc, quand le RSI s'est vu acculé par rapport à cette position de création du RSI, à noter en passant
qu'il y avait déjà un trouble, puisque le RSI pouvait trouver naissance avec une simple ordonnance de 2005, ce qui est très grave. Ordonnance de 2005, c'est-à-dire qu'on fait une ordonnance pour donner création à une entreprise. Et de notre côté, juste à côté, il pouvait exister avec l'approbation des statuts du RSI. Ceci étant dit, la Guadeloupe était assez particulière parce que il est bien écrit qu'il doit exister un RSI par département. Or, nous n'étions pas RSI à proprement dit, nous étions sous tutelle de la Martinique. Donc ça posait déjà un problème, parce que même moi, j'ai demandé au préfet de l'époque de me faire parvenir les statuts ou soit l'approbation des statuts ou l'ordonnance de 2005. Je n'ai jamais eu jusqu'à aujourd'hui de réponse. Bon. Et donc du coup, le RSI ayant bien compris qu'ils étaient en mauvaise posture, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à la sécurité sociale de leur donner une DSP, une délégation de service public. Jusque-là, ça va. Sauf qu'ils ont commis une deuxième erreur, c'est qu'ils n'ont pas respecté l'arrêt Poussé-Pistre. Et l'arrêt Poussé-Pistre ordonne que ce RSI doit être mis en concurrence. Or, le RSI a été tout seul sous le marché. Oui, on se souvient, à l'époque, il y a beaucoup de patrons ne voulaient pas le payer, ils voulaient passer par exemple par des mutuelles indépendantes, par des organismes un petit peu comme en Angleterre. Voilà. Donc, du coup, ils ont été condamnés encore. Mais la condamnation n'a pas suffi puisqu'ils ont continué à exister. Ça, c'était à cette période-là. En 2008, le RSI, pour pouvoir fonctionner, a décidé de se doter d'un logiciel pour pouvoir numériquement organiser sa facturation et tout. Et il se trouve qu'en créant ce logiciel, qui n'était rien d'autre qu'un programme, que pour les gens qui sont férus d'informatique, je regarde mon ami Gilles, et donc qui sont férus d'ordinateur. Donc un programme, pour qu'il fonctionne, il a besoin de données. Et donc, quoi de plus naturel que d'aller prendre les données auprès du logiciel Taïga des URSSAF, où il y avait les noms, prénoms, numéro d'immatriculation et tout ce que les gens avaient déjà payé comme retraite et tout. Et quand ils ont marié les deux systèmes, le logiciel SNV2 et le logiciel Taïga, il y a eu un bug informatique. C'est-à-dire que le logiciel SNV2 a été vérolé. Et en étant vérolé, il a commencé à émettre des factures que personne ne comprenait. Oui, les montants sont colossaux. Hein. Donc, du coup, même moi qui était, que j'avais une immatriculation, je me suis retrouvé avec 3 immatriculations. Il y a d'autres personnes qui se sont retrouvées avec 4 ou 5 immatriculations, alors qu'ils n'avaient qu'une seule entreprise. Et il y en a qui étaient à jour de cotisation et qui se sont vus demander des sommes extraordinaires. Il y en a qui n'ont pas pu payer. Il y en a qui n'étaient pas à jour et qui se sont retrouvés bizarrement à jour. Donc, il y a eu un truc énorme. Je voudrais juste dire à nos téléspectateurs que j'ai là en ma possession un document où une entreprise a été, poursuivie par les URSSAF pour, tenez-vous bien, une facture, une créance de 803 millions d'euros. Quand je dis ça, les gens me disent, il est cinglé. Quand l'émission sera terminée, je vous montrerai le document, 803 millions d'euros. Il y a une autre entreprise qui a été poursuivie pour 141 millions d'euros. D'accord? Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a d'autres personnes qui ont eu des taxations d'office. Donc, il y a eu plein de bordel. On se souvient de beaucoup d'entrepreneurs qui nous disaient, on n'a même pas encore ouvert, on n'a même pas encore fait notre premier contrat, on a déjà les charges à payer. Alors si je me permets, là j'ai un extrait, je vais juste lire une ligne, émanant de la Cour des comptes. On peut ne pas croire Dominique Virassamy, puisque je ne suis qu'un simple serviteur, un humble serviteur. Mais quand je lis un extrait de rapport de la Cour des comptes, il dit en substance, ainsi, la solidité et la capacité d'adaptation du logiciel SNV2 de Lacoste a été systématiquement surestimée
portant alerte sur l'observation de défauts de pilotage du SNV2 et a ainsi donné au printemps 2005, a été ainsi donné au printemps 2005, d'abord dans un audit demandé par la COS, puis par la même année par la Cour à l'occasion d'une enquête sur l'informatique de l'activité de recouvrement du régime général. Ça, c'est un dossier. Ils vous disent les logiciels du RSI posaient également problème. Le logiciel Taïga, chargé de l'affiliation des déclarations de revenus, a dû être conservé, faute de mieux, en dépit de son ancienneté et de ses difficultés à dialoguer avec le SNV2 et le logiciel SCR chargé de la gestion des droits de retraite, qui ont contribué à multiplier les créances émises en taxation d'office pour cause de défaut. D'accord, donc ça n'a rien à voir avec facturation ou pas facturation, c'est simplement le logiciel qui a bugué. Voilà, c'est-à-dire que pour que les gens comprennent, à la fin de l'année, à la fin de chaque année, vous faites votre déclaration de revenus. Et quand vous faites votre déclaration de revenus, dans la déclaration de revenus, on inclut la cotisation sociale et qui a la maladie, maternité-maladie, indemnité journalière, retraite de base, retraite complémentaire, indemnité décès, allocation familiale, CRDS et CRS. Nous sommes d'accord. Donc, vous faites votre déclaration et tout ça est évalué en pourcentage, ça fait 47%. Déjà, il y a un problème. Oui. Parce qu'il faut savoir, alors, il y a une chose qu'il faut savoir, quand vous êtes en auto-entrepreneuriat ou en micro-entreprise, vous êtes taxé sur votre chiffre d'affaires. Oui. Mais quand vous êtes en réel simplifié, vous êtes taxé sur vos bénéfices. Et là, quand je parle de 47%, c'est par rapport aux bénéfices. Parce que pour les auto-entrepreneurs et les micros, c'est 37%. D'accord? Mais quand vous regardez bien, quand vous êtes en auto-entrepreneuriat ou en micro-entreprise, quand vous avez fini de payer ce que vous avez payé, il ne vous reste plus rien. Oui. Mais quand vous êtes en réel simplifié et que vous êtes taxé à 47%, vous dites, OK, bravo, il n'y a pas de problème. Vous avez payé tout, payé loyer, électricité, salaire, tout. Donc, vous avez dégagé 10 000 euros de bénéfices, vous serez taxé sur 5 000 euros. Vous dites bravo. Et vous recevez une créance de 80 000 euros. De 80 000 euros, ce qui n'a aucun... Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas payer. Donc, on vous inscrit dans le fichier des entreprises qui sont pas à jour et vous êtes coupé du reste du monde. De tout, ouais. Et on l'a vu pendant la crise, absolument toutes les entreprises qui n'ont pas pu toucher les aides de l'État sont des entreprises qui avaient des dettes. Mais si ce n'était que ça... Et ça, c'est pareil pour la formation aussi. Nos jeunes sont sur le bord de la route. Nos entrepreneurs ne peuvent pas les prendre en formation à cause de cette histoire de dettes. Absolument, parce que il faut savoir une chose, c'est que quand un chef d'entreprise prend un apprenti, par exemple, l'apprenti n'est pas gratuit. Oui. Même si la région accorde un subside au chef d'entreprise, mais c'est très infime. C'est de l'ordre, pour les 3 ans, c'est de l'ordre de 3 000 euros, 3 500 euros. Oui, c'est pour ça que l'État a mis un nouveau plan allant jusqu'à 8 000 euros. Voilà. Mais l'apprenti coûte entre 600 et 1 000 euros par mois, selon l'âge de l'enfant. D'accord? Mais quand le chef d'entreprise n'est pas à jour, il est bloqué. Mais le plus grave, et c'est très important, c'est que j'ai là avec moi, et là aussi, vous pourrez le publier, je vais vous remettre ce document-là, qui n'est que la photocopie de la page de garde d'un document. C'est que le RSI a édité, parce que nous avons une situation particulière en Guadeloupe. Oui. Particulière par rapport au RSI. C'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, 47% pour des entreprises de l'Hexagone, au niveau de la taxation. Et pour nous, c'est combien? Mais en Guadeloupe, le RSI a édité un document, un guide, qui s'appelle le guide de votre protection sociale dans les DOM. C'est insultant. Je rigole déjà. C'est insultant parce que je croyais que la France était une et indivisible. Mais on le sait que ça, c'est ce qui est marqué sur le papier. Mais on sait qu'en réalité, sinon il n'y aurait pas de ministère des Outre-mer déjà. Eh bien, quand j'ai fait le calcul pour les DOM, la taxation est de 54,75%. Voilà. Et après, on vient nous dire combien coûtent les Outre-mer. Et je mets au défi n'importe quel responsable des URSSAF et de la Sécurité sociale de mettre à dire au tribunal. Puisque ce n'est pas moi qui ai édité le document, c'est le RSI lui-même. D'accord? Le document, il est là. Donc, je dis que quelque part, il y a une discrimination. Et c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui,
Ça explose. aujourd'hui, la situation de l'entreprise guadeloupéenne est extrêmement difficile et compliquée parce que vous avez des entreprises qui ont plus de 30 ans dont on réclame encore Oui. des arriérés de paiement, Oui, c'est ce que nous disions alors que cette arriéré, cette créance ne correspond pas un seul instant à la déclaration de revenus. Beaucoup de chefs d'entreprise ont dû signer des moratoires pour pouvoir accéder. Parce qu'il faut savoir aussi que quand vous n'êtes pas à jour, vous ne pouvez pas avoir le document, l'attestation de vigilance qui vous permet d'aller sur des marchés. Public. Et donc, beaucoup de chefs d'entreprise, pour aller sur des marchés, se sont, pardonnez-moi du terme, prostitués en acceptant de signer un moratoire qui était exorbitant pour aller justement sur ces marchés-là. Donc, c'est extrêmement compliqué parce qu'aujourd'hui, quand je vois que le gouvernement, par rapport à la Covid, a mis en place un dispositif de 1 500 € et des accompagnements financiers, le PGE et tout ça. La région a fait un effort terrible, il faut le dire, oui, non, mais pour accompagner les chefs d'entreprise. Mais la région ne peut pas outrepasser ses droits. Parce que si la loi oblige la région à respecter la condition d'être à jour d'aide sociale et fiscale, la région ne peut pas se mettre hors la loi. D'accord ? Et donc, malheureusement, il y a des choses qui se mettent en place avec la région, c'est ce que je sais, je n'ai pas encore toutes les informations, mais il y a une façon pour la région de naviguer au bord du précipice et ça pourrait peut-être avantager certaines entreprises qui ne sont pas mal loties. Et donc, moi, je dis que quelque part, que le gros problème, c'est que quand vous avez des chefs d'entreprise qui n'ont pas pu cotiser correctement à leur cotisation sociale à cause justement de ce logiciel qui fait défaut, c'est que chaque fois qu'on émet une créance de cotisation sociale, le chef d'entreprise contribue à sa retraite. Ah oui, mais il contribue au développement même de tout le territoire. Oui, mais déjà la retraite. Parce que quand il arrive en fin d'exercice et qu'il n'a pas cotisé, c'est pas qu'il soit un mauvais payeur. C'est parce que justement le logiciel n'était pas bon. Le logiciel a demandé des créances qui étaient exorbitantes et que lui ne pouvait pas payer. Ce n'est pas lui qui est un mauvais payeur. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, et mon association a mené une enquête, il faut savoir que d'ici à 2030, il y a à peu près 38% de chefs d'entreprise qui passeront officiellement à la retraite à 65, 68 ans. 65, 68 ans. Et ces personnes-là ne vont percevoir que 100 à 125 €. Maximum, je crois, 300 et quelques. On a posé la question au ministère. 375 € pour les meilleurs cotisants. Exactement. On a posé cette question au gouvernement le mercredi. Alors, je vous invite à revoir l'émission. Il faut poser les bonnes questions. Comment se fait-il que les marins-pêcheurs ont été réévalués jusqu'à 800, 900 € de pension de retraite? Les agriculteurs ont été réévalués de 300 € à 900 € et que bizarrement, on ne réévalue pas les autres artisans. Les retraités du RSI. Je parle bien du RSI parce qu'on fait l'amalgame le plus souvent entre la pension du RSI et la pension qui découle de vie antérieure salariée. Parce qu'il y a des gens qui sont chefs d'entreprise aujourd'hui, mais avant avaient une vie antérieure salariée. Donc, quand on additionne ça, ces personnes-là perçoivent peut-être 800, 900 €. Mais quand vous décryptez bien, la partie du RSI ne dépasse pas 200, 300 €. Et donc, je dis que quelque part, nos parlementaires, d'ailleurs, c'est tout l'objet de ma communication actuelle avec mes amis parlementaires, où il faut faire valoir cette position pour que, justement, la pension des chefs d'entreprise à la retraite puisse être réévaluée. Ce n'est pas possible que dans un monde comme la France, dans un pays comme la France, qu'on puisse accorder 500 € d'RSA à des personnes qui sont en demandeur d'asile en France, et vous avez vos propres chefs d'entreprise qu'ils aient payé ou pas payé, qu'ils puissent percevoir 125 € de retraite. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays de Molière. Et qui cotisent, parce qu'il faut le dire. Et qui cotisent pour les demandeurs d'asile aussi, puisque je rappelle que ce sont les entreprises qui paient tout ce système. Il faut savoir que ma plus grosse colère,
et je le dis ouvertement, parce que j'ai l'habitude de dire les choses avec franchise. J'en veux terriblement à un ministre de Macron qui s'appelle M. Bruno Le Maire, ministre des Économies, ministre de l'Économie, qui, lorsque M. François Hollande était président de la République, M. Bruno Le Maire, et je cite son nom pour que les téléspectateurs puissent comprendre, parce que moi j'ai le document, je ne parle pas sans document, il était dans l'opposition, député. Lui et 108 parlementaires étaient vent debout contre le RSI. Oui, et là, Ils ont demandé la mort du RSI. Que Macron avait promis, mais il a juste changé de nom. J'y arrive. Macron, je vais lui accorder un petit instant tout à l'heure. Mais Bruno Le Maire, depuis qu'il est devenu ministre de l'économie, il est totalement aphone et atone. Ce n'est pas normal que les gens puissent trahir à ce point leurs convictions et leurs conceptions. Monsieur Macron a dit, parce que j'ai personnellement, quand Monsieur Macron était candidat, il est venu au World Trade Center. J'ai les photos, où j'ai remis personnellement un dossier du RSI à Monsieur Macron. Il m'a dit, oui, c'est vrai, on va gérer ça. C'était entre deux verres de eau. Oui, on va supprimer le RSI, c'est un problème. Monsieur Macron a dit, et je documente à l'appui, que le RSI est une erreur. Madame Le Pen a dit du RSI que c'était le RSI est un serial killer. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de suicides. Serial killer des entreprises. Le RSI lui-même a reconnu qu'il a supprimé son ISU. Le RSI a supprimé son ISU, interlocuteur social unique, l'accusant d'avoir torpillé la COS par rapport au dysfonctionnement du RSI. Il y a, très important, Madame Mathilde Leloup, directrice de la sécurité sociale de l'Hexagone, à qui j'ai adressé un courrier personnel et qui m'a répondu, et j'ai le document à ma possession, là aussi, et qui reconnaît qu'il y a eu dysfonctionnement de la RSI. Le 27 octobre 2017, les parlementaires de l'Assemblée nationale ont voté la mort législative du RSI. Mais bon Dieu, quand il y a autant de personnes qui se soulèvent... Annuler la dette. Mais il faut... Alors moi, ce que je demande, qui ne veulent pas annuler la dette, c'est pas un souci. Au moins qu'ils régularisent. Mais on ne peut pas laisser les gens non, mais je suis encore payer. gentil, je ne suis pas encore dans l'annulation. Je suis pour qu'on puisse déclencher une commission parlementaire. Parce que je rappelle à nos téléspectateurs qu'il y a eu un problème avec la SNCF. On a bien déclenché une commission parlementaire. Il y a eu un problème mais même Orange a bugué pendant 2 heures, ils ont fait une enquête dessus. Il y a eu un problème avec... gentil que toute Bitaka fait. Il y a eu un problème avec Lactalis. Il y a eu une enquête parlementaire. D'accord ? Madame Mathilde Panot est arrivée en Guadeloupe. Elle a bien mené au sein d'une enquête parlementaire sur l'eau. D'accord ? Et nous, ça fait un moment qu'on écrit à tout le monde. Et je mets encore en avant tous nos parlementaires, et je précise les trois sénateurs et les 4 parlementaires qui m'accompagnent sans sourciller sur ce dossier. Et donc, il faut savoir une chose, le premier député qui m'avait reçu sur ce dossier, c'était le député maire de l'époque, Harry Chalus, qui s'était penché opposé sur le sujet des dettes. Avec Madame, j'oublie, la ministre de la Santé de l'époque. Et donc, depuis cette période-là, je suis accompagné. Seulement, quand j'écris, par exemple, à Monsieur Le Cornu actuellement, et que je lui dis que par rapport à la pandémie, additionnée de la crise sociale et sanitaire, les entreprises se retrouvent dans une telle situation. Mais pour permettre, justement, c'est une des solutions que je préconise, pour permettre aux entreprises de bénéficier des aides de l'État, il faudrait simplement mettre un bâillon sur la dette sociale et fiscale. Gérer la crise et après on verra. Permettre aux entreprises d'accéder aux avantages de l'État et de la région. Et je peux vous garantir, parce que le président Chalus, avec ses collaborateurs, ils ont mis en place ça s'appelle encore le plan de relance de la région, basé justement sur un pourcentage très énorme des entreprises qui accéderaient à ce plan de relance.
Or, le plan de relance interdit à ces gens-là, s'ils ne sont pas à jour, d'y accéder. Ça pose un problème. Et sachant que même sur le territoire hexagonal, beaucoup, je le répète encore, parce que tout le monde parle de soi-disant la reprise, ça a repris. Non, c'est juste que les gens sont ressortis de chez eux, ils ont recommencé à dépenser de l'argent, mais ça n'a pas encore repris. Et il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises sur le territoire hexagonal. Je vous dis même, on n'est pas les pires. On n'est pas les pires niveau gestion par rapport à la crise Covid. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de problèmes en Guadeloupe, mais comme on n'était pas les derniers déjà au départ, on était déjà sur une bonne pente montante au niveau de notre taux de croissance. Donc, c'est compliqué même sur le territoire hexagonal pour cette histoire de dette sociale. Il faut savoir que mon association n'est pas isolée, puisque je fais partie d'un consortium de plus de 34 associations de l'Hexagone. Et quand nous avions été reçus à l'Assemblée nationale et au Sénat, nous étions tous réunis et tout. Et je suis aussi vice-président d'un syndicat qui s'appelle UNIS, basé à Lorient dans l'Hexagone, et je suis responsable des Outre-mer, et UNIS qui veut dire Union des indépendants solidaires. Et donc, nous travaillons d'arrache-pied pour faire valoir nos droits. Et c'est en bonne voie. Ça prend du temps. Il faut y aller au marteau et à l'enclume. Nous irons au marteau et à l'enclume. Mais nous porterons la voix des chefs d'entreprise. Seulement, il faut que les chefs d'entreprise qui m'entendent aujourd'hui, et même ceux qui m'entendent doivent apporter la parole, puisque dans les téléspectateurs de Canal 10 aujourd'hui, il y a des personnes qui ne sont pas chefs d'entreprise, mais qui ont un frère, un cousin, un neveu, qui soit indépendant. Il faut que ces personnes-là prennent contact avec moi à 2 titres. La première, c'est que vous avez été poursuivis par des créances, parce que je l'ai dit tout à l'heure, heureusement, Dieu merci, quoique je ne sais pas si nous avons eu des suicides en Guadeloupe, puisque nous avons tellement de dignité, oui, et Gilles pourra le dire, tellement de dignité que si quelqu'un se suicide par rapport au RSI, il ne le dira pas. Ce n'est pas la même chose en France, dans l'Hexagone. Il y a 187 suicides. Au moins oui, quand j'ai parlé de commission d'enquête, quand j'ai parlé de commission d'enquête, je voulais au moins, par respect et des ayants droit qui ont perdu un chef d'entreprise, qu'une enquête soit déclenchée pour savoir pourquoi ces gens-là se sont suicidés. Je vous ai dit 187 suicides chez les affiliés du RSI. Mais chez les agriculteurs, c'est 396 suicides par année. Ouais. Chez les marins-pêcheurs, c'est un peu moins de 100 suicides par année. Donc, il faudrait au moins déclencher une enquête pour savoir pourquoi, parce qu'il y a une cause. Et aujourd'hui, moi je dis qu'il faut que les chefs d'entreprise se rapprochent de moi, même si ça fait déjà, vous avez quitté peut-être le monde de l'entreprise par rapport justement aux sommes considérables qu'on vous demandait, mais vous avez le droit à l'explication. Et donc, en vous mettant avec moi, nous allons être plus forts pour exiger des réponses. Parce que pour l'instant, nous n'avons pas de réponse concrète. D'accord. Alors, rapidement, où les gens peuvent vous contacter? Alors, les gens peuvent me contacter soit par mon site, SNEG, ça veut dire le SNEG, Sauver notre entreprise guadeloupéenne, 97 113 @gmail.com. Et plus facilement, on appelle Sabine. Et Sabine pourra communiquer le téléphone et tout. Et si j'ai une minute, il y a 2 autres combats que le SNEG mène de front. On parle d'une généralité de l'eau, de perturbation de l'eau. Mais nous avons pris à bras-le-corps la problématique de l'eau dans les entreprises. Il faut savoir que chaque fois qu'une entreprise n'a pas d'eau dans son entreprise, l'entreprise est obligée de fermer, libérer le personnel, mais pour autant payer la journée de travail, payer la journée de banque, payer la journée de tout ce qui va autour. Et comme c'est un préjudice qui est subi, puisque l'entreprise ne dégage pas de bénéfices, eh bien, l'entreprise n'est pas dédommagée, puisque le préjudice n'est pas reconnu. Pour que l'entreprise soit reconnue, il faut que ces entreprises qui ont des factures exorbitantes dans l'eau et qui ont des préjudices par rapport à ce qu'ils ne gagnent pas, il faut, pour vous faire entendre, venir dans une association. Notre association existe pour ça et l'objet de l'association, c'est la défense de l'entreprise. Deuxième point. Rapidement. Très rapidement. J'en ai pour 30 secondes. Allez-y. Il y a un dossier qui me tient à cœur, c'est la ZRR.
la zone de revitalisation rurale. C'est un dispositif qui n'est pas donné par l'État, mais qui ne peut être demandé que par les élus. En 2017, j'étais candidat aux élections législatives et ça faisait partie justement de ma profession de foi où j'expliquais aux gens qu'il faut que la Guadeloupe puisse rentrer dans le consortium de la ZRR. Il faut savoir que la ZRR, 80% des départements de France, de l'Hexagone, sont en ZRR. La Réunion, la Corse et la Guyane sont en ZRR, étaient en ZRR, sauf la Martinique et la Guyane. Qu'est-ce qui se passe? Il est bon pour eux et pas bon pour nous, alors. D'accord? Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que Mme Annick Girardin nous a supprimé de la ZRR parce que personne ne l'a demandé et nous a imposé en ZFA, nouvelle génération, zone franche d'activité, nouvelle génération. Et il faut juste un exemple que je vous donne. C'est que quand vous êtes en ZRR, qui est très favorable aux TPE et moins pour les TPE, puisque la ZFA est plus favorable pour les TPE, quand vous êtes en ZRR, vous êtes par exemple exonéré d'impôts sur votre entreprise pendant 8 ans. C'est-à-dire que quand vous avez une entreprise, vous avez le droit, vous avez le temps de voir venir. De vous développer. Et ça, surtout pour les îles du Nord qui n'arrêtent pas de m'appeler. D'ailleurs, voilà. Je ne vous oublie pas. Je ne vous oublie pas. Merci pour toutes ces informations. Gilles Casimir. Oui, bonsoir. Rebonsoir. Alors, ce soir, on parle justement de sortir de cette fameuse zone de confort. Là, il faut sortir, là, parce que oui. Plus rien ne va. En fait, c'est la fin de l'année. C'est la dernière chronique de l'année. Et puis, développement personnel. Donc, on va intervenir sur un thème qu'on n'a pas encore vu. On retourne aux fondamentaux. Donc, en fait, c'est un outil que tout le monde connaît. C'est très à la mode. Il faut sortir de la zone de confort. Voilà, on dit ça très souvent, mais on va essayer de le voir ensemble. Et on va essayer de voir concrètement de quoi il s'agit avec cette première illustration. En fait, la zone de confort, c'est cette zone où vous avez l'habitude, dans laquelle vous avez l'habitude de fonctionner. C'est l'ensemble de vos habitudes, l'ensemble de vos croyances. Vous avez l'habitude de fonctionner d'une certaine manière, mais pas forcément positivement. Même le fait de vous plaindre, même les petits soucis du quotidien ou les plus gros soucis, vous réagissez toujours de la même manière. Il se trouve que l'environnement évolue. On le voit de plus en plus aujourd'hui. On l'a vu dramatiquement avec M. Virasamila. Et il faut réagir. Donc, ou on décide par soi-même de sortir de cette zone de confort, de faire autrement, ou on est obligé de le faire par notre environnement. Et on le voit. Donc, pour saisir de nouvelles opportunités, pour trouver des solutions à nos problèmes, pour acquérir un certain bien-être, de l'épanouissement, pour aussi accomplir nos rêves. On a le droit toujours de rêver. Hein. Le monde n'est pas foutu. Pour avoir des rencontres intéressantes, il faut quelquefois faire autrement. Il faut sortir de cette zone de confort. Si vous faites toujours tout de la même manière, vous n'aurez pas d'autres résultats, de résultats différents. Et c'est un domaine, c'est un sujet que j'aborde très souvent avec des jeunes en insertion professionnelle. Aujourd'hui, les jeunes qui cherchent du travail ne se contentent plus du tout simplement d'envoyer un CV. Aujourd'hui, ils se déplacent, ils impriment leur CV, ils impriment leur lettre de motivation et ils vont physiquement dans les entreprises. Ils lèvent la tête, ils parlent avec dynamisme, ils sortent de leur zone de confort. Ils font différemment pour avoir un résultat différent. Donc, cette zone de confort, vous voyez que tout autour, il y a une zone de turbulence. Oui, c'est vrai. Lorsqu'on sort de l'habitude, on passe par une petite zone d'inconfort parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes dans cette crise qui se posent des questions. Est-ce que je vais continuer dans l'emploi dans lequel je suis? Et il n'y a parole qui a dit ou ça sans laisser ou pas ça sans tout trouver. Donc, c'est compliqué. Et puis, il y a le poids de l'entourage, le poids de la famille. Quand on est cherché Timon, ou bien là où il est là. Oui, ça, ouais, tout le temps. C'est fatigant. Ça, donc, ça demande beaucoup de courage. Ça demande beaucoup de courage de sortir de cette zone de confort. Mais nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix et il faut se réinventer. Il faut aller vers des choses différentes et cela même à l'échelle de la société. On va passer au deuxième slide. Je ne serai pas très, très, très long aujourd'hui. Donc, cette zone de confort, c'est la sécurité. C'est le confort. Mais la sécurité et le confort peuvent vous tuer si vous êtes dans une situation inconfortable. Ou si vous allez travailler à reculons. Ou si vous attendez que le travail vienne vous chercher chez vous. Donc, il faut passer par cette zone de peur, cette zone où on manque de confiance en soi, où on est affecté par les opinions des autres. On a peur d'avouer qu'on souhaite être artiste, on souhaite aller vers la peinture, on souhaite aller vers quelque chose de manuel quand on a l'habitude de travailler dans un bureau, par exemple. Ou quand on veut devenir entrepreneur, avec tout ce qu'on a entendu sur le RSI, ça peut faire peur. On se trouve des excuses, en fait. On se trouve des excuses pour ne pas oser. Et on reste dans cette zone. Mais quand on garde confiance,
quand on est alimenté par des croyances aidantes, positives, quand on a un entourage bienveillant, on insiste, on y va quand même. On prend la peur par la main et on y va avec elle. Et à ce moment-là, on arrive dans une zone d'apprentissage où on commence à régler nos problèmes. On commence à acquérir de nouvelles compétences. On prend confiance en soi. On agrandit sa zone de confort. Là, je parle avec vous, Sabine, la première fois que je suis passé à Canal 10, j'étais pas aussi à l'aise. Ça s'est pas vu en plus, Ben, j'étais pas du tout à l'aise. Mais il faut oser y aller. Et puis enfin, la zone de grandeur, vous vivez vos rêves. Vous allez peut-être réaliser des choses, avoir des rencontres, avoir une activité dans laquelle vous allez vous épanouir. Le monde peut être en pandémie mondiale et en catastrophe permanente, et vous pouvez, dans cette catastrophe, alimenter votre havre de paix et d'épanouissement et pouvoir subvenir à vos besoins. Et aussi, vous allez définir de nouveaux objectifs. Ce qu'il y a d'intéressant avec la zone de confort, pour finir, c'est qu'au début, on a du mal à en sortir. Une fois qu'on en est sorti, notre zone de confort grandit. Et du coup, c'est un chemin perpétuel, en fait. On n'arrête pas de s'ouvrir, on n'arrête pas de développer nos compétences. Et on peut réaliser de très, très grandes choses à condition de croire en soi. C'était la dernière chronique, c'était la fin de l'année. Et 2022, nous caille chier ça. Ah, mais il faut nous chérir ça même. Hein. Allez-y, rapidement, 5 secondes. Je voudrais juste rajouter, c'est très important, c'est que beaucoup de personnes pensent que le RSI a disparu. Ah non, le RSI n'a pas disparu, il a laissé sa place à la SSI, et quand vous regardez bien, le R a disparu au profit du S. Mais le logiciel, et je le dis encore en pure vérité, parce que j'ai eu un entretien avec M. Véron, directeur de la Sécurité sociale, qui me confirmait que le logiciel SNV2 a été maintenu. C'est même bitin. Même bitin. Donc il va falloir faire autrement. Il va falloir trouver une autre réponse à ça. D'accord. Bon, merci, messieurs, pour vos interventions. Est-ce que je peux vous faire revenir en janvier pour parler du deuxième sujet qu'on n'a pas eu le temps d'aborder aujourd'hui, avec les fameuses zones? Je parlais des îles du Nord. Alors, ils n'arrêtent pas de m'appeler pour me demander vraiment de me pencher un petit peu sur la situation des entreprises là-bas. Il y en a qui parlent de revenir en zone franche, parce qu'en plus, ils ont la double insularité. Ils peuvent réclamer la ZRR qui est très bien. Bon, écoutez, on va en reparler au mois de janvier. Donc, je donnerai une date, parce qu'il y a aussi les femmes au travail. Il y a pas mal de choses qu'il faut qu'on mette, sur lesquelles on reviendra au mois de janvier. Merci, messieurs, pour votre intervention de cet après-midi. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est Noël dans 4 jours. Donc, mangez bien, mangez local surtout. Voilà, joyeux Noël. Donc, vous avez vu, il y avait Joux à Tradition. L'année dernière, on a beaucoup suivi ça. Il n'y a pas eu. Et cette année, ça a été remis en place. Donc, on espère que vous allez pouvoir consommer tout ce que vous avez acheté, tout ce que vous avez trouvé dans les mains de nos entrepreneurs guadeloupéens. Amusez-vous bien, et à lundi prochain, normalement, si je ne pars pas en vacances, mais ça devrait aller. Au revoir à tous. Merci.